Bonjour à toute l'équipe et bienvenue dans ce nouveau décryptage sous forme de masterclass. C'est vraiment un privilège de lancer ce briefing avec vous aujourd'hui. On va plonger au cœur des mécanismes qui permettent de résoudre les conflits, que ce soit à l'échelle internationale ou même, vous allez le voir, au niveau interpersonnel. Notre grand objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ces dynamiques fondamentales qui façonnent la paix et la sécurité dans un monde de plus en plus complexe. Bref, on a du pain sur la planche, alors allons-y. Jetons un coup d'œil rapide à notre ordre du jour. On va structurer notre analyse en 6 parties. On commence par les fondements théoriques, ensuite l'alerte précoce, les dynamiques de pouvoir, le contraste entre réalité objective et subjective, la consolidation inclusive de la paix et enfin l'application pratique des techniques de Gandhi. Allez, on attaque tout de suite avec la section 1, les fondements des théories des conflits. Pour qu'on puisse tous opérer efficacement sur le terrain, on doit absolument partager le même vocabulaire. C'est la base. Et ce qui est vraiment captivant ici, c'est l'approche du chercheur Johan Galtung. Il fait une distinction hyper importante entre la violence directe, physique, évidente, et ce qu'il appelle la violence structurelle. Cette dernière, c'est la pauvreté extrême par exemple. Elle est silencieuse, indirecte, et elle prive lentement les gens de leurs besoins fondamentaux à travers des inégalités systémiques. Comprendre ça, honnêtement, ça change totalement la donne quand on essaye de diagnostiquer les vraies causes d'une crise. Et ça nous amène directement à ce tableau, qui est notre modèle pour identifier les besoins humains fondamentaux pendant des pourparlers. Regardez bien, ça prouve que la véritable sécurité, ce n'est pas juste une question de défense militaire ou de frontières. C'est un immense puzzle qui inclut l'identité, le sentiment de communauté et la vitalité d'un groupe. En fait, si un seul de ces besoins est laissé de côté à la table des négociations, le conflit a toutes les chances de s'éterniser. Ce qui nous amène à la section 2, l'alerte précoce et le cycle de vie d'un conflit. Vous savez, une crise, ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain comme une catastrophe naturelle imprévisible. Pas du tout. Ça suit un cycle de vie avec des périodes très distinctes. Ça va de la formation initiale du conflit, où les problèmes structurels commencent à bouillonner, jusqu'au changement social pacifique des années plus tard. L'idée ici, c'est qu'il existe des fenêtres de tir, des moments ultra précis, où une intervention ciblée peut littéralement stopper la violence avant qu'elle n'éclate. Pour faire ça bien au niveau de la gouvernance locale, on doit suivre ces 4 étapes spécifiques pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce. En gros, on recueille des données sur les frustrations de la population, on analyse tout ça, on propose des options diplomatiques et on agit. C'est ce petit changement d'état d'esprit qui nous fait passer d'une posture où on subit et on réagit à la violence à une posture où on prévient activement le conflit. On passe maintenant à la section 3, le pouvoir, les intérêts et les positions. Quand on s'assied enfin à la table des négociations, il faut absolument comprendre cette mécanique subtile. Il y a un monde entre ce que les parties crient vouloir, leur position rigide, et ce dont elles ont intimement besoin, leurs intérêts. Le truc à retenir absolument, c'est qu'en cartographiant les intérêts réels, au lieu de s'affronter sur des positions fixes, on évite le fameux scénario catastrophe du perdant-perdant. On ouvre la porte à des solutions gagnant-gagnant, à somme non nulle, parce qu'on répond enfin aux besoins profonds de chacun. Mais attention, sur le terrain, les forces sont rarement égales. Dans ces conflits asymétriques, où l'un des acteurs est beaucoup plus puissant que l'autre, il faut esquiver ces 5 pièges mortels pour la négociation. Ignorer le besoin de la partie la plus faible de sauver la face, par exemple, ou balayer d'un revers de main les inégalités structurelles, c'est la recette garantie pour un échec cuisant sur le long terme. Alors, comment on fait en pratique ? Eh bien, lors de négociations sous haute tension, cette petite liste de contrôle est une arme absolue pour débusquer les intérêts cachés. Il s'agit d'identifier les besoins ontologiques. C'est un grand mot pour désigner les besoins fondamentaux, non négociables, liés à notre identité et à notre sécurité. Traduire des revendications territoriales en besoins universels, c'est la seule méthode fiable pour débloquer des situations qui paraissent totalement insolubles. Allez, section 4. Réalité objective face aux réalités subjectives. On va ancrer toute cette théorie dans le réel avec quelques cas pratiques. Prenons l'accord du Vendredi Saint en Irlande du Nord. Pourquoi est-ce que ça a marché là-bas ? Tout simplement parce que les médiateurs ont refusé de choisir entre l'objectif et le subjectif. Ils ont traité les deux de front. Ils ont réglé la réalité territoriale objective, les frontières, le pouvoir, mais ils ont aussi pris à bras-le-corps les traumatismes psychologiques et historiques des identités protestantes et catholiques. C'est un équilibre brillant. Et pour mettre ça en perspective, comparons ces 2 autres enjeux régionaux. D'un côté, le traité des eaux de l'Indus, qui tient bon depuis des décennies parce qu'il s'est concentré sur un cadre objectif clair, le partage de l'eau et des infrastructures. De l'autre côté, le conflit du Cachemire. Il reste complètement bloqué. Pourquoi ? Parce que les réalités subjectives, la méfiance historique et les besoins ontologiques n'ont jamais été vraiment traités. Quand on ignore le subjectif, le conflit devient perpétuel. Ce qui nous fait transiter vers la section 5, la consolidation inclusive de la paix. Pour qu'un accord de paix survive, une fois que nous, les diplomates, avons plié bagages et quitté la salle de réunion,
L'inclusion locale est non négociable. Cette citation résume parfaitement l'esprit de la résolution 1325 des Nations Unies. C'est très simple. Sans créer une vraie synergie avec les acteurs locaux et la société civile qui construisent ces ponts au quotidien, bâtir une paix durable est juste une illusion. Et dans cet effort d'inclusion, la participation des femmes est littéralement indispensable. On ne peut pas faire sans. Pourquoi ? Parce que les perspectives féminines et les approches inclusives s'attaquent directement aux inégalités de la société. Elles permettent de démanteler cette fameuse violence structurelle dont on parlait tout à l'heure, celle-là même qui alimente les cycles de vengeance. C'est le cœur même du relèvement après un conflit. Et enfin, section 6, l'application des techniques non violentes de Gandhi. On change complètement d'échelle pour ce dernier module. La grande question, c'est comment est-ce qu'on prend tous ces énormes concepts de géopolitique internationale pour régler nos conflits du quotidien, que ce soit au travail ou dans notre quartier ? Eh bien, voyons ça ensemble. Regardez cette liste, elle condense l'approche du Satyagraha de Gandhi, la force de la vérité. En fait, c'est un changement de paradigme total. Le but n'est plus du tout d'écraser l'adversaire ou de le forcer à céder. Non, le but, c'est de le convertir en ami, en alignant nos pensées, nos paroles et nos actes de manière parfaitement transparente. C'est puissant, pas vrai ? Et si on applique ces étapes de manière très pragmatique, la non-violence de Gandhi devient un outil incroyable pour régler les différends modernes en entreprise ou dans l'industrie. Remplacer la peur par l'empathie, traiter les employés comme des copropriétaires du problème, tout ça permet de casser les déséquilibres de pouvoir de façon beaucoup plus saine. La grève, la non-coopération, ça ne devient qu'un ultime, mais alors vraiment ultime recours. On peut même créer un guide super pratique pour la méso ou pour l'école avec ces mêmes principes. On commence par en parler à un médiateur de confiance, on fait l'effort conscient de se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa réalité subjective et on cherche une solution qui ne laisse aucune rancœur. C'est le secret d'une paix au quotidien. Pour conclure ce briefing, je veux vous laisser sur cette interrogation profonde. Est-ce que la paix perpétuelle et la liberté peuvent vraiment coexister aujourd'hui sans jamais qu'on ait à utiliser la force ? C'est une question capitale, presque philosophique, qu'il faut garder dans un coin de notre tête à chaque fois qu'on s'apprête à entamer une nouvelle négociation. Sur ce, merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt sur le terrain.